Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Donc, nous sommes Jean-Christophe et Valérie qui allons animer cette conférence aujourd'hui. Rapidement, comment ça va s'organiser en termes de logistique? Maximum une demi-heure. Nous avons un modérateur qui peut répondre à vos questions pendant la présentation, donc n'hésitez pas à lui poser vos questions. Il est derrière son clavier, je le salue et il est prêt à répondre à vos questions. Vous aurez un sondage pendant la présentation, donc quelques questions et vous aurez une grosse minute pour y répondre. On partage les résultats. Donc c'est sympa de répondre et de façon à ce que toute la communauté présente aujourd'hui puisse bénéficier des retours de chacun. Et notre présentation va s'articuler en 2 temps. Quelques slides de présentation, on va refixer des concepts, on va définir des notions et puis ensuite on va plonger dans le grand bain et on va vous faire une présentation, en live de notre solution logicielle qui permet d'intégrer aujourd'hui de l'intelligence artificielle générative. Donc le but, de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est aussi de vous présenter, ce que cela donne et ce que ça change au quotidien. Ceci étant dit, alors je partage, normalement ça avance. Jean-Christophe, dis-moi parce que je ne vois pas ce que je partage. Est-ce Oui, qu'on est c'est bien? bien, tu es sur la OK, page de sommaire. OK. Donc on va vous présenter rapidement, Tale of Data. Ensuite on fera une définition rapide de la qualité des données qu'on appelle aussi data quality. La grande question est l'IA générative dans tout ça, qu'est-ce que ça change? Depuis une grosse année, nos quotidiens ont changé, donc on vous expliquera aussi ce que ça change en termes de solutions de data quality et puis on vous fera une présentation d'une dizaine, 10-15 minutes, de la solution, et qui intègre donc les concepts qu'on vous aura, présentés. Assez parlé, qui sommes-nous? Jean-Christophe? Alors, qui sommes-nous? Déjà, je vais peut-être dire qui je suis. Donc je suis le fondateur de Tell of Data. Tell of Data, c'est un éditeur de logiciels et c'est une plateforme de data quality. Alors data quality, c'est un mot qui, parfois fait peur, parfois interroge, pourquoi la data qualité, pourquoi la data quality? Quelle est son importance? Et la particularité de notre plateforme est qu'elle est alimentée par l'IA. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on peut démocratiser l'accès à des données de qualité pour le plus grand nombre. Donc la solution va détecter automatiquement et documenter, des problèmes de qualité rencontrés sur les données. Elle est capable de corriger toute seule, les erreurs les plus simples, hein, des numéros de téléphone mal formés, hem comment dirais-je, des civilités qui seraient mal formées. Pour des problèmes un peu plus complexes, la solution permet à des utilisateurs métiers, donc des gens qui ne codent pas, de contribuer à la correction des données, de contribuer à la qualité des données. La solution va leur recommander des opérations de remédiation qu'ils peuvent accepter ou refuser, que ces utilisateurs métiers peuvent accepter ou refuser. Et la nouveauté dont parlait Valérie, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire en sorte que les utilisateurs parlent directement en langage naturel au à Tell of Data en lui demandant de transformer, de corriger, de modifier, de façonner les données, de manière à obtenir le résultat qu'ils souhaitent avoir. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans Tell of Data, c'est vraiment un logiciel d'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut partager, des traitements, on peut travailler en groupe, on peut collaborer et tous les traitements sont automatisables et planifiables. Donc on peut faire des contrôles quotidiens toutes les 2 heures et cetera et cetera. On peut choisir vraiment avec quelle finesse et avec quel intervalle de temps on, surveille ces données et cette notion de surveillance avec des alarmes qui vont automatiquement arriver aux bonnes personnes en cas de problème, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la data observability, c'est-à-dire la capacité à observer, à surveiller les données, mais avec beaucoup plus d'informations que du simple monitoring. On a une information sur toute la chaîne de traitement. Donc voilà, en un mot, je dirais que, mmh, Tell of Data met, l'IA au service de la qualité des données et la qualité des données, vous le savez, est au service de l'IA puisqu'elle est indispensable à la réussite, des algorithmes prédictifs. Merci. Alors, on va présenter, donc ceci étant posé, sur que fait la solution Tell of Data et ce qu'elle permet. On va rentrer un peu plus dans le détail de la solution de data quality avec, on va définir les grands concepts. Alors, on voit
bleu, on dit que c'est un ancien concept. Est-ce que tu peux là-dessus nous éclairer, nous en dire un peu plus sur le fait que la data quality, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau? Ah non, c'est pas nouveau. Il y a des problèmes de data quality depuis qu'on stocke de la data, c'est-à-dire depuis même les bases de données hiérarchiques, bien avant les bases de données relationnelles, on parlait de problèmes de data quality, on parlait des problèmes, je vais rester en français, on parlait de problèmes de qualité de données et qui déjà à l'époque, rendait la vie difficile des premiers outils de BI qui présentaient, des résultats, stratégiques pour l'entreprise. Et bien, quand il y avait des erreurs, ça pouvait avoir des conséquences, parfois très dommageables pour l'entreprise. On a vu récemment le cas d'une entreprise en courtage qui a perdu sur une simple erreur dans un tableur, qui a perdu, plusieurs dizaines de millions de dollars. Je crois que c'était sur dans toute la presse il y a une semaine. Donc la qualité de données est dommageable pour l'entreprise et elle existe, ces problèmes de qualité de données, dès que vous stockez de la donnée, vous vous exposez à ça. Qualité de données, donc c'est pas du tout un nouveau concept. Et est-ce que tu peux nous en donner, on propose là sur le post-it jaune d'en donner une définition. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer, nous donner la définition de la qualité de données ou le concept de data quality qu'on peut rencontrer sur des forums ou sur différents sites? Alors, en général, il y a plusieurs dimensions. La définition classique, amène plusieurs dimensions, la fraîcheur, la cohérence, de la donnée, la complétude. Est-ce que les données sont complètes ou pas? Est-ce qu'elles sont à jour, est-ce qu'il manque des données? Donc il y a un certain nombre de dimensions, classiques, mais j'ai tendance à préférer une définition un peu différente parce que la qualité de données telle qu'on la définit traditionnellement, on a l'impression que c'est une opération one shot Mmh. que l'on va régler une fois pour toutes. Mais dans la vraie vie, c'est pas cela. En général, on met un jeu de données en qualité toujours avec un but derrière, toujours avec un objectif et selon l'objectif qu'on a, les opérations de mise en qualité ne sont pas les mêmes. Donc c'est un travail, on va dire, récurrent qui doit toujours servir un but. On ne répare pas, on n'améliore pas, on n'augmente pas les données juste pour le plaisir de les augmenter. On fait ce travail toujours avec l'objectif de maximiser quelque chose de positif comme pour l'entreprise, comme la connaissance client, ou minimiser quelque chose de négatif, comme par exemple la fraude Les ou les risques? pannes, Mmh. voilà, les risques, voilà, tout ce qui est gestion des risques, tout ce qui est gestion de la compliance. Donc voilà, la qualité aujourd'hui a un sens, je dirais, plus large que les 5 dimensions traditionnelles, fraîcheur, complétude, et cetera, dont j'ai parlé auparavant. Donc si je comprends bien, pour résumer, en fait, tu dis que la qualité de données, il faut qu'elle a du sens quand elle est portée vers un objectif ou un objectif de business, d'améliorer quelque chose de concret ou alors de limiter éventuellement des risques. C'est bien ça, hein? Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. C'est une très mauvaise idée de commencer à se dire heureusement très peu de monde le fait, de se dire: «Bah, tiens aujourd'hui j'ai rien à faire, il fait pas très beau, je vais mettre mes données en qualité». Ça donne pas grand-chose. Évidemment, on peut faire des opérations de base, remettre, si des dates sont mal formatées, on peut confier ça, on peut même confier ça à la DSI puisque c'est un vieux sujet. Qui doit s'occuper des données? La DSI ou les métiers? De la qualité des données, pardon. Eh bien, je dirais sans l'ombre d'un doute et ça fait 10, 15 ans que beaucoup de personnes très brillantes le disent, il faut absolument rendre la responsabilité de la qualité des données aux métiers. Il faut les responsabiliser là-dedans parce que la finalité, c'est eux qui connaissent le mieux les métiers, c'est eux qui sont capables de détecter des choses indétectables par un profane et donc de servir les use cases qu'ils ont besoin de réaliser pour, atteindre leurs objectifs. Donc oui, la data quality doit être au service de quelque chose de concret, OK. quelque chose de business. Donc là, tu as déjà un petit peu expliqué son importance à demi-mot et pour qui est-ce que Mmh. ça s'adresse. Est-ce que tu peux creuser un peu plus peut-être ces deux éléments qu'on retrouve là sur nos 2 derniers post-it? Alors, pour l'importance, donc j'ai parlé tout à l'heure de cette société, il faudra qu'on mette peut-être les références en Ouais? commentaire pour les curieux, mais effectivement, il y a une simple erreur de tableur parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des tableurs et les tableurs je crois que Valérie, tu avais fait un sujet là-dessus.
sur l'utilisation des tableurs sur la data quality pour la data quality, pour gérer Oui, les problèmes de data quality absolument. et tous les problèmes que ça peut poser. Là, une simple erreur dans une cellule qui a duré, je crois l'erreur a duré 5-10 minutes, mais a fait perdre à un fonds d'investissement, plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc oui, c'est important parce que les problèmes de qualité peuvent causer des problèmes de fraude, hein. On a vu, on a travaillé pour le gouvernement où justement on a détecté de la fraude administrative aux documents administratifs parce que les gens profitaient des petites erreurs, des petites différences d'orthographe pour obtenir plusieurs documents qu'ils n'étaient pas censés obtenir. Ça peut avoir, une influence sur la maintenance, le fait d'analyser, la qualité du matériel et de prévoir, les pannes, ça peut éviter des choses vraiment extrêmement catastrophiques. Donc les conséquences peuvent être très graves, mais même quand on n'est pas à ces niveaux de gravité, les algorithmes prédictifs, pour, prévoir les ventes, pour segmenter ses clients, Mmh. pour mieux comprendre, son marché, sont extrêmement sensibles aux problèmes de data quality. Donc le ROI, pardon, le retour sur investissement que l'on peut attendre de ces algorithmes d'intelligence artificielle qui sont sur toutes les lèvres est complètement, hem, annihilé, si en entrée on a des données, qui ne sont pas à la hauteur. Le fameux garbage in, garbage out comme disent les anglo-saxons. Exactement. Alors pour qui? Pardon, Pardon, juste je réponds à la question pour qui? Eh ben, ce sera rapide, c'est pour tout le monde, ça concerne tout le monde et ça concerne en premier chef les métiers. Ce sont vraiment les métiers c'est-à-dire qui ont ce qu'on appelle nous les métiers, qu'est-ce que tu peux voilà, c'est-à-dire les gens qui ont un vrai métier, contrairement à nous les informaticiens où on n'a pas un vrai métier, on a le métier de tous les métiers, mais on est incapable de tenir un micro et de parler de problèmes d'assurance ou de problèmes liés à la pharmacie ou enfin des problèmes de de l'industrie commerce, ouais, pharmaceutique voilà. ou Mmh. l'industrie, voilà, ce que j'appelle le métier. Ce sont des gens qui ont un savoir-faire, qui ont un savoir-faire stratégique pour l'entreprise, qui sont en général pas informaticiens, à qui il ne faut pas demander d'écrire du SQL, encore moins comment dirais-je? Du code? D'analyser Ouais. les données de code non plus, mais aussi d'analyser les données avec un arbre de décision de la régression logistique. C'est pas du tout leur propos. En revanche, ils sont capables de détecter des choses intéressantes, totalement indétectables pour le profane qui est l'informaticien. Et l'IA générative dans tout ça. Donc on a parlé voilà de la data quality, que notre solution Tell of Data permettait de mettre en qualité, de redresser, d'enrichir les données, qu'elle s'adressait à tout le monde. Mais que vient apporter l'IA générative aujourd'hui, dans ce périmètre, dans ce paysage-là? Alors, l'IA générative, bon, comme, tu l'as mentionné au tout début, ça a été un peu le gros choc de la fin 2022 et comme c'est souvent le cas avec ces grosses disruptions, il y a eu toute une phase d'emballement. Hein, c'est normal, c'est humain, on s'est dit: «Mon Dieu, mais c'est merveilleux, la machine a l'air de comprendre, ce que Mieux tu que dis». Je nous? dis bien a l'air de comprendre, est capable de reformuler. En réalité, elle ne comprend pas, c'est un grand modèle de langage, elle est juste capable Jean-Gabriel Ganassia disait: «C'est un perroquet de génie», l'IA générative, mais on a parfois besoin d'un perroquet. Donc l'IA générative a suscité beaucoup, beaucoup d'espoir. Depuis quelques mois, elle est introduite dans les entreprises dans des conditions réelles. On s'est aperçu qu'elle ne pouvait pas tout faire, qu'elle présentait un certain nombre de dangers, notamment au niveau des hallucinations, hein. Elle est capable de répondre, des choses Fausse, elle qui raisonne n'existe pas. statistiquement, Ouais. voilà, qui n'existait pas. Elle est capable d'halluciner, d'inventer. Il y a des problèmes de confidentialité, mais la technologie est très intéressante. Sa capacité à synthétiser, sa capacité à «comprendre» entre guillemets des instructions données en langage naturel permet d'abaisser la barrière à l'entrée pour beaucoup de logiciels, dont le nôtre. Alors c'est amusant ce sujet d'IA générative parce que c'est vrai qu'au début chez Tell of Data, nous nous travaillons sur la donnée structurée. Par essence, l'IA générative travaille sur la donnée non structurée, textuelle, hein. Quand je dis données structurées, c'est tabulaire. Il faut imaginer un tableau Un petit Excel, il y a des tableau, lignes, des voilà, colonnes. Voilà, exactement. c'est un tableau. On travaille, nous, sur de la donnée tabulaire, on a des tableaux et on cherche des problèmes de qualité de données. Donc, au début, on n'a pas forcément tout de suite fait hem, le lien entre ce qu'on faisait et ce que pourrait éventuellement faire pour nous, l'IA générative. Mais comme on est, de gros curieux chez Tell of Data, on a quand même essayé de voir ce que les algorithmes avaient dans le ventre et on s'est aperçu qu'ils étaient capables de faire des choses intéressantes aussi sur de la donnée structurée, notamment, suivre un certain nombre d'instructions pour, détecter des problèmes, voire les corriger, comme on le verra sur la démo tout à l'heure
et ça nous a indiqué que la technologie pouvait être mature sur un sujet particulier, à condition évidemment de la spécialiser, de la tuner, de la fine tuner, comme disent les anglophones, donc de l'adapter à un sujet précis. Donc ça m'amène, je réponds par anticipation au troisième bloc sur la Mmh. droite. Oui, l'IA générative a un véritable apport et un véritable intérêt, on essaiera d'en faire la preuve tout à l'heure sur la démo, pour comprendre la donnée structurée, la transformer, voire la structurer différemment. OK. Je j'avance un petit peu parce qu'on est à un Mmh. quart d'heure. Donc le là, on les nouveautés et enfin, en tout cas, ce qu'on prétend, crier au monde et ce qu'on prétend effectivement apporter en termes de nouveautés, c'est qu'aujourd'hui, la qualité des données, elle est faite par de l'IA, de l'intelligence artificielle qui est intégrée dans la solution Tell of Data depuis, très longtemps, depuis une dizaine d'années, mais qu'aujourd'hui, elle est faite aussi pour l'IA et tu vas nous en parler dans quelques instants. Donc, il y a vraiment une boucle vertueuse qui permet d'améliorer les données pour que ensuite, quand on veut faire des modèles prédictifs, on travaille sur des vraies données qui sont des données fiables, sécures, où il n'y a pas ni d'anomalie ni d'incohérence. Elles ont été nettoyées et fiabilisées. Là, c'est un schéma rapide. Je veux bien que tu passes quelques instants pour expliquer les grands blocs de la data quality. Alors, ce sont les grands blocs de la data quality vus par Tell of Data en tout cas. Oui. La première chose qu'on doit faire, surtout à l'échelle d'une entreprise, aujourd'hui les entreprises se veulent data driven, donc elles ont une grande quantité de données, hein. Donc lorsqu'on a juste un tableur Excel, on n'a pas d'ambition data, démesurée. Donc les données sont un petit peu partout, elles sont éclatées sur différents services. Quand on a de la chance, elles sont sur un data lake, donc il y a le besoin de data discovery, de découverte. Et ça, les algorithmes que nous avons développés chez Tell of Data permettent de dire automatiquement, voilà, dans ce jeu de données, j'ai trouvé des noms de famille, des prénoms, des numéros de sécurité sociale, des numéros de compte en banque, des coordonnées géographiques. Donc, et en plus, j'ai trouvé un certain nombre de problèmes, de données manquantes, de données aberrantes. Donc, il y a toute ces opérations qui coûtent énormément de temps, qui aujourd'hui, grâce à l'IA, peuvent être automatisées. On peut savoir quel est notre patrimoine de données, même si on a des dizaines de millions de jeux de données, beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc ça, c'est la phase de gauche. Après, on est toujours dans la remédiation. Donc, quand je dis toujours, c'est que c'est un peu le nerf de la guerre chez Tell of Data. C'est on ne se contente pas de faire un état des lieux, on permet de corriger. On permet de corriger soit de manière entièrement automatique, puisque l'IA va détecter des choses, par exemple sur des formats de date, des formats de numéros de téléphone. Les standards ont été appris par des algorithmes de machine learning, donc elle va être capable de redresser les choses automatiquement ou de proposer des corrections ou de proposer des enrichissements. On le verra tout à l'heure pour la démo. Donc là, c'est la partie augmentation de la donnée. On augmente la donnée et ensuite, ce qu'on peut faire avec ça, ben, on peut faire plusieurs choses. On peut faire de la visualisation et comme tu l'as mentionné, on peut faire de l'IA avec un niveau de réussite beaucoup plus important. Il faut savoir que la plaie dans l'IA, ce sont les faux positifs et les faux négatifs. C'est-à-dire l'IA, ça sert à l'IA, je parle de l'IA classique, pas de l'IA générative. Ça sert essentiellement en mode supervisé à classer. Quel est le profil d'un bon client? Quel est le profil d'un mauvais client? Si ce raisonnement, l'algorithme apprend sur des données erronées, il y a des erreurs sur l'âge du client, il y a des erreurs sur ses revenus, il y a des erreurs sur l'endroit où il vit. Le bruit, tout ce bruit-là a un impact très fort sur l'algorithme et donc sur sa capacité à bien classer mes clients. Et moi, je vais faire une campagne derrière qui va me coûter une certaine somme en ciblant mal, puisque l'algorithme a souffert Des problèmes de de cette qualité. pauvre Ouais. qualité. Mmh. Mais il y a un deuxième sujet, comme on le mentionne sur la droite, il y a la data observability. Mettre en qualité les données qui vont servir à l'apprentissage, donc à fabriquer le modèle prédictif, c'est une chose et c'est très important. Mais une autre chose tout aussi importante, c'est une fois que le modèle est en production, de continuellement observer, regarder si la qualité ne se dégrade pas dans le temps et lancer les alertes nécessaires pour dire, ben voilà, tel modèle prédictif ne peut plus être fiable parce qu'il y a eu tel problème et là, on peut remonter au problème à la source. Donc la data observability, c'est aussi garantir qu'en production, les modèles prédictifs que l'on utilise sont tout aussi fiables qu'au moment où on les a entraînés. C'est un petit peu, si je dois faire un parallèle, comme
quand on apprend aux jeunes enfants la conjugaison ou la grammaire, on leur apprend dans des livres qui sont justes, où il n'y a pas d'erreur et où les verbes sont bien conjugués, où les règles de grammaire sont exactes. Donc c'est vraiment la même chose, quoi. Je comprends que c'est le même, enfin, c'est le même enjeu en fait. Donc, Oui, c'est l'enjeu, c'est effectivement d'avoir des conditions d'apprentissage optimales et quand on fait les choses, d'avoir les bons outils en entrée, en l'occurrence la donnée. Une fois qu'on a appris, une fois qu'un algorithme s'est spécialisé pour faire quelque chose, par exemple détecter la fraude à l'assurance ou aux documents administratifs, s'assurer que les noms, les caractéristiques des personnes sur lesquelles on veut analyser, la probabilité qu'il y ait une irrégularité, mais il ne faut pas qu'il y ait du bruit. Si dans le nom, il y a une partie de l'adresse et la ville n'est pas mentionnée, le code postal selon les zones, et cetera, tous ces paramètres, les algorithmes raisonnent dessus. Donc avec des données bruitées, beh, les résultats chutent de manière, enfin la précision des résultats, absolument. hein, ce qu'on appelle la matrice de confusion, c'est-à-dire la capacité à classer correctement, à ne pas rater des cas de fraude et ne pas identifier comme étant de la fraude ceux qui n'en On est n'est pas. pas. Donc faux positif, faux négatif, toujours ce même problème. Eh bien, ces cas d'erreur augmentent de manière extrêmement spectaculaire si les données en entrée ne sont pas carrées. C'est pour ça que aujourd'hui, on est sur des environnements technologiques beaucoup plus modernes. On a du Snowflake, on a du Amazon Redshift, on a des bases de données dans le cloud, on a la possibilité de stocker des quantités énormes de données, donc de faire des algorithmes d'IA avec une volumétrie de données en entrée comme on n'a jamais pu en rêver jusqu'ici. Raison de plus pour avoir un outil de data quality qui tient aussi ce passage à l'échelle, qui est capable de digérer cette volumétrie et cette hétérogénéité croissante de la donnée, qui est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était, ne serait-ce qu'il y a 10, 20 ans. Alors, un sondage, et pendant vous allez répondre au sondage, on va se préparer, nous, sur la présentation de la solution. Je vais arrêter le partage et je vais te passer le relais, Jean-Christophe. Alors, est-ce qu'on voit mon écran? Ça va venir, pas pour l'instant. Alors, hop. Il me Oui, semble que ça là, y est, voilà, c'est bon, voilà, c'est bon. exactement. Ah, C'était dans les nuages. ok. Alors là, le but, ça va être de faire une petite démonstration sur les possibilités de l'IA générative, puisque c'est le sujet du webinaire, l'IA générative au service de la data quality. Donc, c'est vrai que on peut se poser la question, hein. L'IA générative, on s'en sert pour faire ça, pour les élèves peu scrupuleux, pardon, pour faire son devoir de philosophie. On s'en sert pour résumer des textes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA générative sur la qualité des données? Donc, je suis ici sur ce qu'on appelle un flow. Dans Tell of Data, c'est un traitement. Donc, j'ai été récupérer des données que j'ai rassemblées. Je ne vais pas insister plus là-dessus. On va rajouter un processeur. Je précise que Tell of Data, c'est un outil qui permet de travailler sans faire de code, hein, qui est ouvert et même spécialement conçu pour des non-informaticiens, tout en leur donnant la puissance de feu la plus forte possible pour traiter des problèmes réels et surtout mettre en production les traitements qu'ils conçoivent avec Tell of Data. Alors, je vais éditer ma On préparation. a un de nos clients qui dit que Tell of Data, ça lui a ouvert la puissance du code sans coder. C'était effectivement un client Ah, qui n'était pas technique et qui tout d'un coup s'est retrouvé à être au même niveau et un peu plus même, puisqu'il arrivait à faire des choses un peu plus supérieures que ses camarades qui faisaient du code. Donc il est assez fier de pouvoir dire que maintenant il réalise les mêmes opérations que ceux qui font du code. ah, tant mieux. Alors, de toute façon, le code, on a un certain nombre de clients qui ont bien compris que coder pour résoudre les problèmes de qualité, c'était se vouer à une grande, grande, grande souffrance parce qu'il faut maintenir le code et surtout les métiers ne peuvent pas valider ou invalider les corrections qui y sont faites parce que vous n'allez pas leur montrer du Python. On peut pas Donc, faire de 4 mains effectivement voilà, on ne avec peut un pas faire script de Python. 80 droits. Voilà, donc c'est très important d'avoir une approche beaucoup plus déclarative quand il s'agit de corriger les données. Donc là,
sur ce jeu de données, hein, qui contient des personnes avec des adresses, des numéros de téléphone, un jeu de données très classique comme on pourra en extraire d'un CRM. Je vais sélectionner la fonctionnalité d'IA générative et le système va me proposer plusieurs choses, soit de faire un Alors, audit est-ce que tu peux qualité. grossir un tout petit peu là le nom des boutons? Parce que pour nous, c'est, Est-ce que là, ouais, c'est mieux? c'est mieux, merci. Voilà. Donc, je peux, à ce moment-là, demander un audit de qualité qui sera fait par l'IA générative. Comme ça prend une quarantaine de secondes, je vais montrer celui que j'ai fait juste avant la démo rapidement. Est-ce que c'est lisible? On va se mettre, en 5, Plein écran peut-être? voilà, en plein écran, mais il va falloir que je bascule mes affichages, voilà. Alors, OK, et on va Ouais, grossir un petit peu, là on voit? ouais, Donc ouais. donc voilà, quand je demande à l'IA générative de me faire un diagnostic du jeu de données que j'étais en train de montrer, il est capable de me trouver des choses assez intéressantes. Donc Par la exemple, il me première dit colonne, c'est le type d'anomalie, hein, c'est ça? Et voilà, après il décrit. OK. voilà, et pa après il écrit. Donc il m'a dit que sur ce jeu de données, il avait trouvé des incohérences de formatage. Il me dit que, par exemple, dans le champ date de traitement, il a des valeurs, comme ceci ou comme cela, qui ne ressemblent pas à des dates, donc il faudra peut-être traiter cela. Il me dit, par exemple, qu'il y a des données, qu'il appelle incohérentes à ce qui est attendu. Il a un pays comme la Suisse avec des adresses en France, donc ça, c'est quand même assez subtil, hein. Il remarque que le téléphone est suisse et que l'adresse est française. Donc, l'IA générative est capable de raisonner sur plusieurs colonnes. J'ai une adresse qui semble située en France. Sur la même ligne, j'ai un numéro de téléphone en Suisse. Est-ce que vous êtes sûr que c'est normal? Et cetera, et cetera. Il analyse les emails. Donc, vous voyez que rien qu'en un clic, on peut avoir un premier diagnostic de ces données. Je vais sortir de cette présentation et revenir à mon partage initial. On peut avoir un premier diagnostic qui est tout à fait intéressant. Mais là, on va maintenant, montrer comment on peut corriger, modifier, arranger, transformer les données, donc avec évidemment la possibilité d'exprimer, en langage naturel ce que je veux que Tale of Data fasse. Donc Il là, reste on 5 minutes pour info. 5 minutes. Donc on va aller assez vite, donc j'ai préparé quelques prompts. Là, je vais simplement lui demander de séparer les noms de famille et les prénoms en créant de nouvelles colonnes. Voilà, Parce que j'ai là une aujourd'hui, voilà, tout est dans la voilà, colonne nom. Mmh. voilà, on voit ici Monsieur Conju Frédéric, tout est dans la colonne nom, donc je vais lui demander de transformer les données. Je lui ai même pas précisé où était la colonne nom, il va trouver lui-même et il va donc travailler à la génération d'une transformation qui va pouvoir être appliquée. Alors l'intérêt, c'est que cette transformation, on utilise l'IA générative en ce moment, au moment de la conception de la transformation, mais quand je mettrai en production, mon flow, c'est-à-dire le traitement que je suis en train de faire actuellement, je ne ferai plus appel à l'IA générative. Donc j'aurai des performances, optimales, y compris sur des volumétries de données de millions ou centaines de millions de lignes. Donc voilà, là, il a fait ce que je lui ai demandé, hein, il m'a séparé lui-même les noms des prénoms. On va continuer puisqu'on a peu de temps. Je vais lui demander j'ai vu que les prénoms, bon, c'est sympa, mais j'aimerais bien les avoir, voilà, la Marie-Christine, j'aimerais bien les avoir avec, une majuscule au début, donc je vais lui donner un deuxième prompt, hein, pour aller plus vite. Je vais lire mon prompt, que j'ai préparé. Donc pour les prénoms, je lui dis: «Mets la première lettre de chaque mot en majuscule, le reste en minuscule et considère les tirets là comme Marie-Christine, comme un séparateur de mots», pour qu'ils mettent Marie avec M et Christine, Marie avec M majuscule et Christine avec C majuscule, le reste en minuscule. Donc je fais, transformer les données. Et là, pour expliquer, pendant que ça parce que ça mouline en fait, donc je t'en prie, vas-y transforme, le but c'est de Ah, cliquer. oui, attends, je Ouais. vais déjà appliquer la précédente transformation et je vais revenir là et je vais lui demander, donc normalement, il m'a fait ce que je lui ai demandé, voilà, nom et prénom et maintenant je vais lui dire de séparer, enfin de mettre en majuscule et d'utiliser l'espace et le tiret comme séparateur et je fais transformer les données. Donc là, Voilà. on interroge à chaque fois, la solution d'intelligence artificielle générative, d'où les temps de traitement. C'est-à-dire que le temps que vous voyez là, c'est le temps que vous auriez vous en tant qu'utilisateur. On joue le jeu vraiment, hein. On est en Mmh, direct et on se dit: «Tant pis si ça mouline». Ça, c'est la première chose et la deuxième chose, quand tu vas lancer un autre traitement et qu'on aura le temps de latence, je veux bien que tu expliques la clé d'API pour expliquer que voilà, que comment ça fonctionne aussi,
quand on lève un petit peu le capot, pour les un peu plus férus, parce que je crois qu'il y a peut-être des questions sur le sujet. OK, tout à fait. Alors là, on le voit, il a fait exactement ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire que Jean-Pierre, tout en majuscule, est devenu Jean avec, Pierre, voilà et je l'ai exprimé, voilà, j'ai dit pour les prénoms, mais la première lettre de chaque mot en majuscule et considère les tirets comme des séparateurs de mots pour pas qu'ils mettent Jean-Pierre avec un P. Alors on va continuer, j'applique, hein, cette transformation. Avec Tale of Data, quand on applique des transformations, elles sont simplement enregistrées, hein. On modifie pas le jeu de données de départ, elles sont enregistrées ici pour pouvoir les jouer en production sur des volumétries de données. On peut également enregistrer évidemment des contrôles. On va faire une nouvelle transformation et je vais lui demander quelque chose d'un peu plus compliqué. Je vais lui demander de me séparer mes adresses. Là, on voit qu'on a des adresses qui sont sur une seule cellule. Donc là, je vais lui dire sépare-moi les composantes de l'adresse en 3 colonnes. Je lui précise pas plus de choses. Je lui dis que je veux que les colonnes soient nommées rue, code postal et ville. Et je lui précise, comme il s'agit d'adresse française et que je le sais, que le code postal est sur 5 chiffres. Évidemment, il peut faire cette opération à l'international. Il faut juste lui donner les formats de code postaux. Donc, je clique sur transformer les données. Et pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, Valérie, effectivement, on utilise une clé d'API pour faire appel à l'algorithme d'IA générative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tout à fait utiliser Tale of Data sans IA générative, mais si on le souhaite, le gain que représente l'IA générative, s'il est accepté par la société, on a des clients qui utilisent des IA génératives privées, donc ils n'ont aucun problème de confidentialité et ils peuvent ainsi permettre au plus grand nombre, parce que c'est bien de ça dont il s'agit de démocratiser la possibilité de transformer et de mettre en qualité des données. Si on veut vraiment une acculturation de l'IA au sein de l'entreprise, il faut aussi une acculturation à la data quality et il faut donc baisser la barrière à l'entrée sur la data quality. Et donc là, comme vous le voyez, il m'a fait exactement ce que je lui ai demandé. Donc j'applique, il m'a séparé la rue d'un côté, le code postal, voilà, et j'ai exprimé tout ça en langage naturel. On va finir sur de transformation. Je vais continuer puisque c'est assez ludique comme vous le voyez. Je prends une autre transformation. Maintenant, je vais lui demander de me créer une nouvelle colonne qui s'appellera numéro de département, num département, en prenant, les 2 premières lettres du code postal. Donc c'est ce que je lui demande, hein. Je veux, séparer, je veux avoir 92, 93, 91, 75 et cetera. Donc je fais transformer les données. Et on reviendra à la fin, il reste une dernière slide en guise de conclusion. On a eu des retours de clients qui ont commencé à utiliser cette IA-là sur des chaînes de caractères et c'est comme ça que c'est effectivement le plus performant et que ça rend le plus de service. Voilà, alors donc j'applique, là vous voyez, il m'a extrait, voilà ce qu'il y avait dans le code postal, il m'a extrait, exactement ce que je veux, c'est-à-dire les 2 premières lettres et on va terminer par quelque chose peut-être d'un petit peu plus, compliqué. On va s'occuper des numéros de téléphone. Comme vous le voyez ici, les numéros de téléphone Alors sont grossis pas tous peut-être un petit correctement peu, ouais. transformés. Est-ce que tu peux Voilà. grossir? Tu peux zoomer? Ah oui, oui, bien sûr. Donc on voit nos numéros de téléphone, là. Ici, il y a des numéros de téléphone qui sont pas du tout formatés. Là, il y a des tirets. Il y a parfois des erreurs dans les indicatifs internationaux, hein. Là, on a un numéro suisse avec tout simplement 0. Donc je vais lui demander de m'aider là-dessus et toujours pareil, ça va se faire en langage naturel. Je vais retourner dans mes transformations, je retourne dans mon panneau IA générative et le plus important, c'est le prompt, hein, dans les IA Toujours, génératives, toujours, toujours. il faut exprimer clairement ce qu'on veut. Il faut exprimer de manière la moins ambiguë possible. Donc là, je lui ai dit: «Mets le numéro de téléphone au format international en utilisant la colonne pays qui est là tout à droite, pour justement pouvoir vérifier l'indicatif, hein, que Suisse c'est 41, France c'est 33 et cetera et je lui précise que donc c'est la colonne pays contient les noms des pays en français et je lui dis que si le numéro est invalide, c'est-à-dire que s'il considère qu'il n'est pas, il va vérifier à l'échelle mondiale, hein, s'il considère par exemple qu'il y a un numéro américain, qui est marqué des USA, mais l'indicatif téléphonique n'est pas celui des USA, il rajoutera la mention à corriger et on va terminer là-dessus. Donc je vais faire transformer les données. Et ce qui est important, c'est de comprendre que on va pouvoir tracer tout ce qu'on fait. Donc ça reste c'est pas une black box, hein, c'est pas une boîte noire. On trace tout ce qu'on fait, on garde les prompts des utilisateurs et surtout on peut revenir dessus à tout moment. Si jamais on est en discutant avec les personnes avec lesquelles on collabore, on se dit: «Non, cette transformation n'est pas valide», on peut changer son prompt et corriger les données jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
Et là, dans les prompts, dans les Ah, exemples, ouais, donc celle-là, l'API, ça a été ouais, c'était l'API. un peu dur pour celle-là, mais on va tenter une dernière fois. Mais Et je oui, là, dans les exemples que tu as montrés, chaque fois tu fais un prompt, tu le transformes, tu valides, puis tu refais un prompt. On peut aussi prendre un grand prompt et écrire à la queue leu leu au fur et à mesure qu'on voit les transformations se réaliser. On peut même réajuster, c'est l'intérêt, c'est qu'on voit l'écran, on voit les colonnes qui se séparent, et cetera. Donc on peut affiner, et tout faire dans un même prompt. On n'est pas obligé de faire des allers-retours comme tu fais. Là, c'est vraiment pour la présentation et pour la pédagogie de l'exercice du webinar. Alors oui, mais on conseille quand même, pour des questions de maintenance et de clarté, de faire plusieurs transformations. Mais on pourra faire en sorte de rester sur l'éditeur de préparation. C'est vrai que là, j'y reviens à chaque fois, de rester sur l'éditeur de préparation. Mais l'intérêt, donc là, on voit qu'il a ah ben voilà, là, il a dit 33 à corriger. C'est exactement ce qu'on lui a demandé. D'accord? Donc il dit voilà, ça c'est pas plus 33, c'est pas un numéro de téléphone français valide, donc tous les autres sont valides et quand il a des problèmes, il corrige. Voilà, là, il voit bien que c'est pas un numéro français, même s'il y a bien un plus 33, c'est pas un numéro français valide. Il rajoute l'option à corriger. Mais tout à fait, on peut donner plusieurs instructions à la file, mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est de pouvoir visualiser. Donc, je vais appliquer cette transformation, de pouvoir visualiser tout ce que j'ai fait, Ouais. tell of data, trace. Et là, j'ai une vision totalement claire. J'ai commencé à lui demander une séparation des noms de famille et des prénoms. Pour les prénoms, de mettre la première lettre en majuscule, Voilà, tout ensuite de est lui gardé, parler ouais. 3 Mmh. ans. Voilà, tout est gardé. On peut produire des PDF, on peut discuter avec les différentes parties prenantes du projet pour justement s'assurer que, heu, on est bien d'accord sur les transformations, sur les remédiations et ensuite il suffit de terminer son flow et de mettre tout ça en production. En un seul clic, on peut, transformer les données toutes les 2 heures, les nouvelles données qui arriveraient toutes les 2 heures, toutes les heures, tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois. Donc voilà comment, l'IA générative, donc pour répondre à ce que tu disais Valérie, ça peut être intéressant de séparer pour la lisibilité. Absolument, Pour l'auditabilité. tout à C'est-à-dire, fait. on Mais pourrait c'est pas faire un obligé, gros oui, prompt ici, voilà. ouais. On pourrait faire un gros prompt, mais c'est moins lisible. On a vu tout à l'heure que, si je lui donne des choses extrêmement complexes, ça peut conduire parfois à des erreurs d'interprétation parce que l'interprétation du français en langage naturel, je précise qu'on peut l'interroger en anglais, en espagnol ou en allemand, hein. Là, je l'ai interrogé en français. Vous n'êtes pas, limité dans le choix de la langue. Mais voilà, et pour conclure, je voulais dire que c'est vraiment, mais je crois que tu vas parler des use cases de nos clients. Ouais, voilà, C'est vraiment juste je les voilà, c'est présente. vraiment la Ouais, possibilité, mais dans ce cas, je te rends, le partage ça d'écran. y est, c'est fait, je l'ai repris. C'est fait? Ouais, je l'ai Tu l'as repris, repris je l'ai repris. d'autorité? Ah ben très bien. D'autorité, je suis comme ça moi. Voilà. Ouais, on voulait juste partager, donc là, on vous a montré quelque chose de simple. Le but, c'est effectivement d'illustrer par quelque chose de simple, mais pour montrer que c'est facile. Et là où on a nos clients ont fait des premiers tests, c'est sur ce qu'on appelle les expressions régulières. Donc et l'avantage de l'IA générative permet, alors là, pour le coup, 0 barrière à l'entrée, des choses qui n'étaient pas accessibles à un public non informaticien, non technique, parce que le terme expression régulière, c'est quand même quelque chose qu'on entend plutôt dans les sphères informatiques et techniques. Mais là, tout d'un coup, un utilisateur normal, comme moi, va pouvoir travailler sur ces expressions régulières et donc découper, par exemple, une chaîne de caractères alphanumériques. Je vais vous donner des exemples dans quelques instants. Il peut combiner des opérations, mettre des conditions, travailler sur des dates, créer des intervalles un peu farfelus très facilement, beaucoup plus facilement qu'avec d'autres outils. Dans les exemples, on a un client qui nous dit, ben voilà, sur les structures organisationnelles de l'entreprise, ben c'est un certain nombre de caractères, slash, donc là, par exemple, DSI, slash, datafab, slash, data office, slash, data manager. Chaque chaîne entre les slash, c'est pas le même nombre de caractères. Donc, on peut pas dire au bout de 3 caractères, tu m'extrais les 4 suivants, puisque le nombre de caractères est différent à chaque fois. Donc, l'IA générative permet de dire, après le troisième séparateur, tu me récupères le groupe de mots, et donc j'ai l'organisation d'un collaborateur ou d'un groupe de collaborateurs. Ça, c'est tout bête, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est pas forcément facile à obtenir pour n'importe qui. On peut aussi faire des combinaisons dans les tests, les premiers tests qui ont été faits par certains clients qui sont en train de tester l'IA générative dans Tell of Data, c'est de dire
Concatène-moi, s'il te plaît, les colonnes de 1 à 4 si la colonne 12 est vide ou si la colonne 12 contient telle valeur, et cetera. Donc ça permet en une phrase, toujours pareil, de pouvoir faire des opérations qui sont compliquées à faire facilement. Et d'autres exemples, c'est voilà, de créer des intervalles de date un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire et de dire, ben voilà, je veux des intervalles de 2 mois, si, ou sous telles conditions. Donc les si, alors, sinon sont très faciles à réaliser. Voilà, c'était alors on est un petit peu en retard, on a pris un petit peu de temps. On espère que vous avez réussi à rester jusqu'au bout. On va mettre toutes les Est-ce que j'ai informations. droit à un petit mot Oui, de la fin de 10 absolument, tu auras secondes? le droit. On va mettre toutes les informations dans le commentaire, du webinaire. Vous aurez les coordonnées pour nous contacter si vous le souhaitez et je laisse le mot de la fin à Jean-Christophe. Alors, aujourd'hui, merci Valérie. Aujourd'hui, la tendance est à la décentralisation. Pendant longtemps, on a fait des data lakes centralisés et on s'est aperçu qu'il y avait des goulots d'étranglement. Aujourd'hui, la tendance est responsabiliser chaque secteur, les responsabiliser sur ces données. La logistique gère et est responsable de la qualité de ces données, les ventes gèrent et sont responsables de la qualité de leurs données. Et ce genre d'outils leur donne une plus grande possibilité d'autonomie pour faire intervenir des non techniques et donc ça permet de mettre une les jeux de données à un niveau de qualité de manière parfaitement scalable, c'est-à-dire capable de passer Passer à à l'échelle. l'échelle. On est capable de passer à l'échelle, beaucoup plus facilement parce que des gens qui sont dans la logistique, qui sont pas informaticiens, pourront justement jouer avec ces références comme tu l'as montré, découper, contrôler et mettre en place aussi des règles métiers en langage naturel. Je dis: «S'il y a ça dans cette colonne et que dans cette colonne la valeur est supérieure à tant, alors je veux une alerte» et cetera et cetera. Donc c'est vraiment ça participe, l'IA générative au service de la data quality, ça participe à la démocratisation, à l'abaissement de la barrière à l'entrée et c'est donc bénéfique pour faire ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est-à-dire des data products, pardon, des produits de données. Merci, merci à tous et puis on espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir.